tous. Je remercie tout d'abord Bernard Romagnon pour sa nouvelle invitation cette année à venir vous présenter une facette des archives qui n'est pas la moindre dans sa présence sur Internet. Je remercie aussi l'équipe du conservatoire, toujours aussi dynamique, et la technique aujourd'hui qui me permet de vous faire cette présentation. Donc c'est un panorama nécessairement concis, vu le temps qui m'est imparti, mais l'idée, comme l'a introduit Bernard, était de mettre l'accent sur une pratique qui en France a déjà plus d'une vingtaine d'années. Nous avons la fierté, que nous rappelons souvent, d'avoir été sur Internet avant même les bibliothèques et un grand site de bibliothèque numérisée que vous fréquentez sans doute, Gallica, de la Bibliothèque nationale de France. Les archives faisaient la course en tête dès les toutes premières années de la décennie 2000-2002, avec des premiers sites qui mettent en ligne des contenus numérisés. Alors, la particularité des archives départementales, enfin des services publics d'archives en général, je salue Hélène Ribotti par exemple, puisque les archives municipales aussi peuvent avoir des sites internet. Dans le Var, je citerai notamment la Seine-sur-Mer et Hyères, qui ont des sites internet de leurs archives municipales particulièrement achalandés. Pourquoi faire des sites internet quand on a un service d'archives? Eh bien, l'une des premières raisons, c'est satisfaire un public qui n'est pas nécessairement domicilié dans le lieu de ses recherches, même rarement. A fortiori, quand dans le Var, on a une histoire administrative que vous connaissez qui nous positionne à Draguignan, où nous sommes restés malgré le transfert du chef-lieu. Draguignan, qui est une ville certes très agréable, mais qui n'est pas desservie par le train, qui ne possède pas de faculté d'histoire, pas davantage à Toulon, donc avec des étudiants qui, lorsqu'ils doivent venir, c'est d'Aix ou de Nice, avec une correspondance aux arcs, etc. Enfin bref, voilà, une nécessaire facilité à offrir au public, quel qu'il soit. Là, je vous parle des scientifiques, mais on peut tout à fait avoir un public amateur, public de professionnels, comme les notaires, par exemple, ou les géomètres. Et donc la numérisation, c'est un moyen d'apporter les documents en direction du public au moyen d'un substitut numérique. Une reproduction qui, fort heureusement, mais vous pourriez vous poser la question de pourquoi garder l'original. Oui, nous gardons l'original après toute numérisation, parce qu'une numérisation a une durée de vie. Vous avez peut-être fait l'expérience par vos propres photographies numériques, si vous avez été parmi les premiers dotés d'appareils photo numériques. J'espère que vous arrivez encore aujourd'hui à ouvrir les fichiers d'origine. Parfois, on a des mauvaises surprises. Là où nos albums de famille du début du XXe siècle, on peut les feuilleter, moyennant quelques précautions de température et d'hygrométrie pour pas que les photos se collent entre elles ou autres. Mais pour les fichiers numériques, c'est plus délicat. Et aujourd'hui, sans faire de catastrophisme, on rentre aussi dans une nouvelle ère très délicate en matière de données numériques, qui est celle du hacking, c'est-à-dire de pirates du web qui utilisent les technologies les plus modernes pour déstabiliser des États souverains comme la France. On parle de la tête, mais on peut aussi parler des pieds. On est une république décentralisée. Ces attaques peuvent et ont déjà concerné des collectivités territoriales. Il y a même des sites internet d'archives départementales qui ont été emportés dans des attaques massives en direction de collectivités départementales. Et donc on est fort satisfait dans ce cadre-là d'avoir conservé l'original que l'on pourra renumériser le cas échéant. Donc j'en viens à notre site internet, donc, qui est une vitrine numérique. Que pouvez-vous y trouver? Donc son adresse est assez simple à retenir, archives au pluriel.var.fr, et vous allez arriver sur une page d'accueil qui est celle-ci, où vous voyez nos dernières nouveautés. Alors il y a plusieurs rubriques, je ne vais pas m'appesantir. Vous avez une rubrique en pratique où vous connaîtrez les modalités d'accès si vous souhaitez malgré tout vous rendre dans nos murs, et je vous y invite, si vous êtes des locaux, Draguignan n'est pas si loin, et nous avons d'excellentes capacités d'accueil dans notre salle de lecture que vous voyez ici en photo, qui est reconnue comme étant l'une des plus agréables du pays, où vous pourrez consulter sur place les documents qui ne sont pas numérisés, puisque évidemment la numérisation concerne une infime minorité de nos fonds. Aujourd'hui, on tangente quand même les 10 millions de fichiers numériques qui ont été réalisés à partir de campagnes de numérisation, mais ça reste une minorité par rapport aux 32 km linéaires
de documents d'archives que nous conservons dans leur forme originale depuis le XIIe siècle jusqu'à nos jours. Pour prendre une image, si on a aligné toutes les boîtes d'archives que nous conservons depuis notre site de Draguignan, on arriverait à la mer à Sainte-Maxime. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de toutes les étagères que vous voyez ici en photo et du stock que nous avons qui évidemment ne peut être numérisé à l'intégralité. Donc nos priorités se sont portées sur les fonds les plus demandés par le public, là encore dans une volonté de les préserver de la consultation humaine, l'homme étant le plus grand ennemi pour les archives, que ce soit de manière volontaire par le vol ou la dégradation, ou de manière involontaire par les accidents, un gobelet qui se renverse, un stylo qui tâche, etc. Malgré tout un tas de précautions, on peut avoir ce type d'incident que la numérisation nous permet d'éviter. Et donc, nous avons focalisé nos campagnes de numérisation, comme le rappelait très aimablement Bernard, vers un corpus qui est l'un des plus riches de France, que vous retrouverez, pardon, j'ai peut-être cliqué un peu vite, dès la page d'accueil, sous la loupe, à la rubrique Archives en ligne. Vous arriverez dans tout le panel des archives que nous avons numérisées et qui sont à votre disposition. Donc d'abord les outils d'accès, les inventaires d'archives, le catalogue de la bibliothèque, l'accès aux archives sonores, puisque nous avons des témoignages oraux, notamment qui ont été numérisés et qui sont à votre disposition, et puis ensuite les fonds d'archives proprement dits. Mémoire de guerre, qui vous permettra d'accéder notamment au registre matricule, les fonds de la Seconde Guerre mondiale, qui sont issus du cabinet du préfet durant la période en question, où l'on trouve un grand nombre d'éléments sur la gestion du territoire à cette époque, l'iconographie, donc les cartes postales, les plans, notamment, et puis voilà, les grandes catégories de documents d'archives, ce qu'on pourrait appeler les best-sellers dans les services d'archives, qui sont les plus demandés par le public, là encore une variété de publics différents. Vous avez les registres paroissiaux d'état civil et les tables décennales qui y sont associés, dont les généalogistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ce qu'on appelle les chercheurs d'héritiers, sont très friands. Les recensements de la population, évidemment, qui sont fondamentaux pour la généalogie, mais aussi tout simplement l'histoire démographique. Les registres matricules, avec des outils qui sont particulièrement élaborés dans le Var, puisqu'on peut faire des recherches nominatives par conscrit. On a une base de données des relevés généalogiques qui ont été dressés par les associations qui travaillent sur le territoire varois. Nous avons les registres d'écrous des établissements pénitentiaires jusqu'au début du XXe siècle. Nous avons des minutes et répertoires de notaires. En partie, cette collection est tellement immense que nous avons commencé d'abord par les répertoires et petit à petit, nous complétons par les minutes les plus anciennes, sachant que le Var est l'un des départements français qui a la pratique du notariat la plus ancienne. Nos plus vieux registres de notaires datent de 1280. Le plus ancien étant conservé à Marseille, datant de 1230. C'est une influence de la Ligurie qui nous a apporté la pratique du notariat, qui ne pénètre la région parisienne, par exemple, qu'au XVIe siècle. Donc on a vraiment une antériorité autour du notariat, dont les actes sont d'une richesse considérable, qui justifie qu'on les ait priorisés dans la numérisation. Et puis d'autres éléments autour de l'histoire foncière du territoire, avec les plans cadastraux, les matrices cadastrales, et tout ce qui est lié à l'administration fiscale, en quelque sorte, mais qui a des répercussions, notamment dans l'urbanisme, dans la généalogie, dans les successions, que sont le contrôle des actes et l'enregistrement, des administrations qui existent encore aujourd'hui, qui prélèvent les fameux frais de notaire, les tables et répertoires des hypothèques, qui transcrivent les actes reçus devant ces mêmes notaires. Nous avons aussi numérisé la presse ancienne, qui est à votre disposition jusqu'aux années 50. Et puis nous avons quelques fonds plus modestes qui concernent les institutions religieuses. Vous y retrouverez le cartulaire de l'évêché de Fréjus, par exemple, et quelques autres fonds que je vous laisserai découvrir, comme les immatriculations des véhicules automobiles, qui sont très utiles aux collectionneurs, l'inventaire des biens paroissiaux, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse du département, à l'histoire des objets liturgiques. Vous trouverez dans ces inventaires l'état très détaillé qui a été dressé au moment de la loi de séparation des églises et de l'État,
des objets liturgiques qui a été dressé de manière contradictoire, puisque ça s'est globalement bien passé dans le Var, entre les officiants, représentants du culte, et les représentants des municipalités. Alors, comment fonctionnent ces différents fonds numérisés? Eh bien, tout simplement, vous avez un formulaire de recherche que vous proposez des recensements de population. Fort logiquement, il y a une entrée par commune. Nous sommes à Roquebrune. Vous commencez à taper les premières lettres, les index des communes du Var étant déjà pré-saisis, on va vous les suggérer. Il vous suffit de cliquer. Soit vous recherchez un recensement, une période particulière et vous l'indiquez, soit vous n'avez pas de préférence, si je peux dire, et vous cliquez sur la loupe et vous allez avoir l'intégralité des résultats disponibles. Donc là encore, c'est une fierté, merci à Bernard de l'avoir souligné. Nous sommes l'un des départements à avoir, grâce au concours financier de la collectivité et aux subventions de l'État, réalisé des campagnes de numérisation extrêmement complètes qui nous permettent sur ce fonds, par exemple, d'avoir pu numériser et mis en ligne tous les recensements de la population que nous conservons pour le département du Var jusqu'à l'année 1946, puisque je vais vous en dire un mot. Il y a évidemment des délais légaux qui ont été fixés par la législation pour ne pas pouvoir mettre en ligne des documents qui pourraient concerner des personnes encore en vie. Mais si je reste sur cet exemple-là, prenons l'année 1881 à Roquebrune, je n'ai qu'à cliquer sur l'œilleton et le dossier, tel que vous pourriez le consulter, que d'ailleurs vous ne consulterez plus sous forme originale à Draguignan, puisque je vous l'ai dit, l'objectif est de préserver ces originaux des manipulations humaines, eh bien, cette reproduction est strictement identique à l'original. Vous avez des fonctionnalités de zoom qui vont vous permettre d'arriver jusqu'à un niveau très précis de lecture, et donc vous avez la population recensée à Roquebrune en 1881 dans 509 maisons, sur un total de 661 ménages, un chiffre de population de 1996 individus. Vous me direz, bon voilà, c'est une donnée intéressante, mais assez pauvre finalement, mais vous verrez ici que vous avez en bas à droite la possibilité de feuilleter, et c'est là où les généalogistes, en général, ont le sourire, puisqu'ils vont trouver, page après page, tous les individus recensés dans la commune en question, rue après rue, maison après maison. Donc ici, nous sommes à l'hospice, il faut regarder toujours dans la marge où a lieu le recensement. Donc le recenseur a commencé par l'hospice Sainte-Anne. Donc dans la première habitation, il y a 2 foyers. La première concerne Millette Paiement, j'ai assez de recul, qui a 66 ans, qui est propriétaire, qui est la chef du ménage. Il y a toujours une mention de position familiale, on va dire, pour distinguer la personne qui est chef des autres personnes qui vivent sous le même toit. Et vous voyez que la deuxième, qui s'appelle Athalie, 58 ans, est aussi propriétaire et qu'elle est la sœur de la première, et ainsi de suite. Et vous avez, dans tous les recensements, à la dernière page, une synthèse. Je vais aller directement à la page 70 pour arriver à cette synthèse, voilà, qui va vous donner la population, quartier par quartier, qui est additionnée, arrive au chiffre de 1996 qu'on a vu en première page. Vous voyez, quartier de Sainte-Anne, il y avait 44 maisons, soit 64 ménages, c'est-à-dire 170 individus. Puis le quartier de la Place, puis Saint-Michel, l'église, etc. Voilà. Donc sur ce site, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment très avancées, là encore grâce à l'éditeur avec lequel nous travaillons. Je vous en indique qui pourrait vous être utile en tant que scientifique, amateur du patrimoine, qui avait envie peut-être de faire des relevés, de partager vos trouvailles. J'attire votre attention dans la visualiseuse sur le maillon que vous voyez ici. Ce maillon, lorsque vous cliquez dessus, va vous donner un permalien. Imaginons que vous trouvez, oui Bernard, imaginons que vous trouvez sur cette page quelque chose de très intéressant qui va intéresser votre cousine. Vous lui envoyez un mail après avoir copié-collé ce lien. Elle va arriver directement sur la page où vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. Et elle n'aura pas à faire le cheminement que je vous ai montré, page d'accueil, recensement, Roquebrune, 1881, page numéro 70. En cliquant sur le lien, elle arrivera directement sur ce que vous voulez lui montrer. Ça sert beaucoup aux généalogistes, par exemple, qui font des relevés, par exemple, qui dépouillent toutes les naissances de Roquebrune du 19e siècle.
Eh bien, si à la page 23 du registre de 1815, elles ont relevé Paul Bidule, eh bien, elles peuvent faire un fichier Excel avec Paul Bidule, la date, et puis dans une cellule sur la même ligne, elles copient-collent le lien, et leur relevé donnera accès directement à l'image correspondante. Vous avez aussi la possibilité d'interagir avec nous, parce que sur 10 millions d'images, l'erreur est toujours possible. Je dis d'autant plus volontiers que la numérisation est externalisée auprès d'un prestataire qui est très rigoureux, mais on peut toujours avoir un couac. La petite enveloppe vous permet de signaler une erreur, une page floue, une page oubliée. Tiens, ça passe de la page 20 à la page 22. Voilà, je vous dis, ce sont des opérateurs, ce sont des hommes et des femmes qui tournent les pages et qui font les photos, puisque des documents de cette époque, ce n'est pas des ramettes de papier A4, on ne peut pas les mettre dans un chargeur et puis ça se fait automatiquement, ça se fait avec beaucoup de soin. Et donc voilà, en cas d'erreur, vous avez la possibilité de le signaler. Donc voilà, c'est un site qui nous offre un grand nombre de ressources. Je voulais attirer votre attention sur 2 sites complémentaires. Là, je vous parle du site des archives départementales du Var. Vous n'y trouverez que les ressources qui ont été versées aux archives départementales du Var en application de la loi, c'est-à-dire qui concernent tous les services publics qui ont leur siège dans le département et qui les ont versés au fil des ans, comme leur fait obligation la réglementation. Pour autant, comme dans toute recherche scientifique, il y a ce que l'on appelle des sources complémentaires. C'est-à-dire, je m'intéresse à un sujet qui concerne à la fois le Var, les Alpes-Maritimes, qui concerne le Var, mais qui concerne aussi l'histoire militaire. Or, comme vous le savez peut-être, les archives militaires, à l'exception notable des registres de la conscription que je vous ai montrés, sont conservés par le ministère des Armées en France. C'est une exception qui remonte à Louvois sous Louis XIV. C'est un peu un système parallèle, on va dire. Et donc, il va falloir vous tourner vers d'autres institutions. Pour pallier à cet éparpillement des ressources, le ministère de la Culture a créé un portail remarquable qui répond tout simplement au nom de France Archives. Que vous pouvez trouver sur Internet. Il vous suffit de taper France Archives, vous arrivez sur cette page d'accueil. Voilà, je vais vous faire une démonstration. Alors, si la connexion fonctionne bien, nous tapons Roquebrune. Alors, vous cochez Archives référencées. En fait, c'est du moissonnage de culture à agriculture, il n'y a qu'un préfixe. Ce site agrège, moissonne, comme on dit en langage informatique, toutes les données des services d'archives français. Donc ça vous permet, en allant sur un seul site, de savoir tout ce qui peut exister dans votre domaine de recherche. La différence entre la case archives référencées, c'est que vous n'allez trouver que des documents d'archives dans votre recherche. Si vous cochez ressources du site, c'est du contenu éditorial où on va vous parler d'actualité, de diverses choses. Là, ce qu'on va rechercher, c'est tous les documents qui peuvent exister dans des services d'archives sur Roquebrune. Donc je lance rechercher. Je pense que je vais pouvoir... Alors c'est là où j'aurais dû faire, pardon, recherche avancée. Parce qu'il doit pouvoir... Voilà. Il doit pouvoir me suggérer un lieu. Je vais mettre Roquebrune sur Argent. Hop. Il y en a plusieurs en France. Dans les archives référencées. Hop. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un moteur en facettes. Alors on va commencer à vous dire qu'il y a des choses aux archives départementales du Var. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Ce qui pourrait vous intéresser, vous voyez ici dans ce moteur à facettes, on va vous dire qu'il y a différents lieux de conservation qui concernent cette commune. Et regardez, étonnamment, aux archives de la Haute-Garonne, on parle de Roquebrune sur Argent. Pourquoi? Il vous suffit de cocher dessus. Et surprise, vous avez aux archives départementales de la Haute-Garonne le fonds Pierre Debeau, qui est un fonds d'architecte qui concerne une maison d'habitation du docteur Laclavetine aux Issambres et qui est un dossier qui se rapporte à sa construction entre 1944 et 2003, donc sans doute sa construction et ses mises à jour, son aménagement. Dernier exemple, si vous décochez celui-ci, je supprime ce filtre, hop, qu'y a-t-il sur Roquebrune aux archives départementales de la Haute-Savoie? Hop, il y a 2 références. Là encore, vous voyez, on a des fonds privés qui sont collectés souvent au dernier domicile de l'architecte. Eh bien, vous avez un certain Maurice Navarina qui a érigé une maison, la villa Jean Navarina, que vous connaissez peut-être, aux Issambres.
entre 1956 et 1961. Et vous savez, grâce à France Archives, que si vous souhaitez retrouver ce dossier, vous pouvez aller aux archives départementales de la Haute-Savoie, sous la cote 156 J5047. Vous pourrez avoir une page d'histoire de Roquebrune-sur-Argent conservée au pied des Alpes. Voilà. Donc c'était un panorama très rapide. Si j'ai encore une minute, je voulais juste vous dire, la mise en ligne en France, je l'ai glissé rapidement, n'est permise que dans la limite de la loi CNIL, qui protège notre vie privée, c'est la loi informatique et liberté, mais surtout depuis 2018 du règlement général de protection des données, qui est un règlement de portée européenne et qui ne permet pas la mise en ligne de données personnelles sans le consentement des personnes intéressées. C'est la raison pour laquelle il y a des documents que vous pourrez consulter en salle de lecture des archives départementales, mais que nous ne sommes pas autorisés à mettre en ligne aujourd'hui. Un exemple qui vous parlera à tous, la législation française permet la communication à toute personne qui le demande des actes de naissance et de mariage de l'état civil au bout de 75 ans. En application du RGPD, nous ne pouvons les mettre en ligne qu'au bout de 100 ans, qui est un délai que vous pourrez considérer comme arbitraire, mais le législateur a considéré que même si nous connaissons tous des centenaires, ils sont peu nombreux et que par hypothèse où ils ne seraient pas d'accord avec la mise en ligne de leur acte de naissance, ils auraient toujours la possibilité, en application du RGPD, de demander le retrait de leur acte. C'est ce que l'on appelle le droit d'opposition que vous pouvez faire valoir quand vous recevez une pub, par exemple, que vous ne souhaitez plus recevoir. Ça fonctionne de la même manière. Voilà, donc c'est des portails très riches qui nous permettent cette mise en ligne et cette diffusion planétaire, hein, puisqu'on a des statistiques Internet. L'an dernier, nous avons eu plus de 100 000 visiteurs uniques sur notre site Internet. Évidemment, on n'en aura jamais autant dans notre salle de lecture à Chabran. Et nous avons des statistiques de consultation qui vont de l'Alaska à l'Australie, de l'Inde jusqu'à la Chine. Donc voilà, beaucoup d'expatriés vraisemblablement qui, grâce à ce contenu en ligne, gardent un lien avec la patrie de leurs ancêtres et peuvent conduire des recherches sans avoir à se déplacer. Voilà, et évidemment, dernière précision, c'est un site qui est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à en faire un usage intensif si vous faites. Voilà, c'est votre attention et si vous avez des questions.